Parlons vrai. Tout de suite, les dernières informations avec Baptiste Berthelin. Bonjour. Bonjour à tous. Plus de 350 tracteurs devant l'Assemblée nationale ce matin. Nouvelle manifestation des agriculteurs dans la capitale pour défendre une souveraineté alimentaire en danger face notamment au traité entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Ce matin sur TF1, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a évoqué de possibles nouvelles annonces prochainement pour le secteur. L'Assemblée nationale où les discussions s'annoncent tendues encore aujourd'hui, le budget fait son grand retour dans l'hémicycle. La mission pour Sébastien Lecornu, faire adopter un texte avant la fin du mois. Rien n'est exclu pour faire passer ce budget, assure la porte-parole du gouvernement. Marine Le Pen et 11 coprévenus de retour devant la justice. La chef des députés du Rassemblement national joue son avenir politique dans les prochaines semaines, alors que s'ouvre aujourd'hui le procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés du FN. L'an passé, elle avait été condamnée à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Autre procès qui commence également aujourd'hui à Paris, celui de Mardié Esfandiari, cette traductrice iranienne de 39 ans poursuivie pour apologie et provocation en ligne au terrorisme. Le régime iranien souhaiterait l'échanger contre les Français Cécile Collère et Jacques Paris, sortis de prison début novembre. Mais le couple n'a toujours pas pu quitter l'ambassade de France à Téhéran. Le gérant du bar Le Constellation à Crans-Montana en Suisse pourrait être libéré dans quelques jours. La justice a ordonné hier le placement en détention provisoire de Jacques Moretti en raison de l'existence d'un risque de fuite, mais elle pourra être levée moyennant diverses mesures demandées, dont notamment le versement de sûreté. Il demande une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail. Un appel à la grève a été lancé par 2 syndicats aujourd'hui à la SNCF. Le trafic ferroviaire devrait être quasi normal. Des perturbations sont tout de même attendues en Ile-de-France et en Occitanie. Et puis en foot, après l'élimination surprise du PSG suite et fin des 16e de finale de la Coupe de France ce soir, Bayeux, club de Régional 1, reçoit Marseille à 21h au stade Michel Dornano de Caen. Notez également que le tirage au sort des 8e aura lieu juste avant. Très bonne matinée. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10h midi, 2 heures d'infos avec vous, avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Avec le zapping qui va nous faire réagir, qui va faire 10h30. réagir les auditeurs à 10h30. Et bonjour Félix Mathieu pour Bonjour, c'est quoi Valérie. le problème. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est qu'on fait moins de bébés qu'avant. Oui, on fait moins de bébés qu'avant. Pourquoi? Faut vous y mettre. Voilà. Félix, On va s'y mettre, on va tenter. Pourquoi? Il y a plein de raisons qui sont on a un avancées. petit nouveau à la rédac. On a déjà un papa. C'est vrai. Ah oui, Oui. d'accord, oui, bien sûr, Benjamin Glaise, Mais effectivement. Mais c'est vrai que les jeunes font de moins en moins d'enfants. Pourquoi? Plein de raisons sont avancées, évoquées. On vous attend, 0826 300 300. Si vous observez chez vos enfants, vos petits-enfants, une non-envie d'enfant. Et pourquoi? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de mode de vie? On va en reparler avec vous dans Ou un la peur instant. de l'avenir aussi. Oui, avec vous dans un instant, Félix Mathieu. On va nous revenir sur... Alors, c'est un article dans le Figaro qui m'a sidéré ce matin, qui ne fait que confirmer ce qu'on observe, la génération Z, c'est-à-dire ce sont les 25, c'est quoi 25, 35, 15... Oui, 15, ceux qui ont la 25, vingtaine, c'est quoi, ça, je dirais. la vingtaine, et qui entrent en entreprise, qui sont capricieux, susceptibles, enfants rois, qui posent problème à leurs employeurs. Et puis un autre article, cette fois-ci, qui nous apprend que 69% des petits patrons sont confrontés à des incivilités. Donc là encore, mais même si vous n'êtes pas patron, vous remarquez peut-être, moi je l'ai remarqué quand je fais mon marché, que les gens s'adressent assez mal à leurs commerçants, sont impatients, agressifs. Donc, Ou aux médecins aussi. Ou aux médecins, absolument. Alors là aussi, est-ce que vous avez déjà constaté que nous devenons de moins en moins bien élevés, de plus en plus irascibles? Évidemment, on reviendra avec les débatteurs sur l'Iran. On parlera également des réseaux sociaux et l'alerte de l'ANSES sur les risques sur la santé des adolescents. Bref, beaucoup de sujets. Mais alors... Et puis vous allez revenir aussi sur l'assassinat d'Alain Orsoni. Absolument. Et je voulais vous faire démarrer avec un son. Terrible cette histoire. Ah oui, absolument. Donc ce parrain de la mafia corse qui vivait au Nicaragua et qui a été abattu alors qu'il est revenu pour les obsèques de sa mère, donc abattu à l'arme longue dans un cimetière. Il avait baissé la garde, comme on dit. Oui. Et ce matin, sur Sud Radio, Jean-Michel Verne est journaliste spécialiste de la haute criminalité, a abordé les différentes tueries qu'il y a pu avoir en Corse, parce que c'est vrai qu'il y avait une petite musique qui dit c'est assez exceptionnel parce qu'on respecte les morts, et il a donné un tout autre avis.
Donc, bon, vous savez, vous avez toute une légende qui dit on fait pas ci, on fait pas ça en Corse. Si, on le fait. Et ce type d'assassinat, je dirais au fusil de longue portée à lunettes, c'est aussi une tradition insulaire, hein, puisqu'on a, par exemple, Fabrice Vial, qui était un chef d'entreprise qui a été tué à Porto Vecchio en 2011 au fusil à lunettes sur son yacht. Vous avez également le président du club de Bastia, juste avant le procès Floriani, qui a été abattu de cette façon. Donc ça m'étonne pas tellement. Il y a même un membre de la Brise de Mer, de mémoire, qui avait été assassiné comme ça au fusil. C'était dans le Grand Matin de Patrick Roger. C'est ce qu'il dit est vrai et faux. Oui, buter quelqu'un à l'arme longue, c'est vrai. Maintenant, la une de Corse Matin, nous dit bien tuer pendant le deuil. C'est quand même relativement rare d'aller tuer quelqu'un. Il y avait un respect. J'entendais un Corse qui témoignait. En Corse, ce qui choque, c'est que c'est pendant une cérémonie funéraire religieuse, devant la tombe de sa propre mère et dans un lieu qui est considéré comme sacré. C'est là où ça surprend. Après, oui, des assassinats en Corse, il y en a eu des dizaines, mais c'est vrai que celui-ci est digne d'un film ou d'une série Netflix. Avec vous, donc, Félix Mathieu, c'est quoi le problème aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a eu ce chiffre incroyable. Hier, on apprenait que le nombre de décès était supérieur. Le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances. Alors, c'est quoi le problème ? Pourquoi on ne fait plus d'enfants ? Oui, effectivement, 645 000 naissances l'année dernière environ. C'est la première fois depuis 1945 que la France compte moins de naissances que de décès. Alors, les chiffres officiels pour 2025 de l'INSEE, on va les connaître officiellement dans les heures qui viennent. Mais en fait, on connaît déjà la tendance vu les chiffres des derniers mois. Donc, effectivement, moins de naissances que de décès. Pourtant, jusqu'ici, on peut le préciser quand même, la France n'a pas perdu d'habitants pour le moment. Mais c'est parce que l'immigration, en fait, a compensé. Il n'empêche, donc, on est à 20% de naissances de moins qu'il y a une dizaine d'années. Alors, bon, effectivement, on peut imaginer qu'il y a plein de raisons à ça. On a par exemple l'explication d'un chercheur canadien, Ben Couillard, qui nous dit que cette baisse des naissances dans les pays développés, elle est liée au coût du logement, des loyers prohibitifs, surtout en ville, qui rendrait difficile de fonder une famille. C'est un peu ridicule, non, comme explication. Ça pourrait être une explication parmi d'autres, quoi. Ouais. Après tout, c'est vrai que pour accueillir un enfant, 2 enfants, il faut une chambre. Des études tendent aussi à montrer que le désir d'enfant baisse, effectivement. Oui, c'est ça. Il y a un problème de comportement, peut-être. Oui, même pour ceux qui en veulent, grosso modo, 2 enfants, c'était plutôt considéré comme un minimum avant. Maintenant, c'est plutôt vu comme un maximum 2 enfants. Et puis, parmi aussi ceux qui veulent des enfants, il y a 1/5 des adultes qui estiment qu'ils vont devoir y renoncer, ou en tout cas, s'ils en ont, en avoir moins que ce qu'ils en auraient voulu dans l'idéal. Ça, c'est une étude mondiale de l'ONU qui le dit, et encore une fois, pour des raisons économiques. Donc, je citais la question du logement, mais de façon plus générale, voilà, pour des problèmes de niveau de vie, où Gilles en parlait, parfois aussi des inquiétudes pour l'avenir, ceux qui disent ce monde est foutu. Moi, j'avais entendu parler qu'il y avait, durant le Covid, il y avait comme un baby-boom. Est-ce que vous savez si durant le Covid, il y a eu plus d'enfants qui ont été faits ? Je crois pas. C'est une question piège, pardon. Non, mais d'une manière générale, en tout cas, les statistiques disent que les jeunes, effectivement, reculent d'une part l'âge et font moins d'enfants. Et c'est vrai que ça a des conséquences économiques. Oui, moins de jeunes que de seniors, moins d'actifs que de retraités. Forcément, ça va poser des questions, par exemple, pour le financement des retraites d'ici quelques décennies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel Macron, en 2024, avait parlé de réarmement démographique. Ouais. Ça avait beaucoup fait parler. Il y en a qui avaient eu la tentation de se dire de quoi il se mêle, est-ce qu'il ne veut pas rentrer dans nos chambres à coucher. Bon, après, c'est vrai que ça va poser une question forcément économique. Bon, après, juste pour nuancer, si on prend un peu sur un temps long par rapport à 1800, on est quand même 3 fois plus nombreux qu'en 1800. Ouais. Au niveau mondial, on est 8 fois plus nombreux qu'il y a 2 siècles. Donc après, on peut se poser la question, est-ce que l'humanité a vocation à se multiplier par 3, par 8 tous les 2 siècles, de nourrir tout le monde. Voilà, disons que les démographes disent quand même que les pays riches, donc la France par exemple, atteint quelque part une sorte de pic, quoi. Ouais. Après des décennies de croissance, ça commence à se tasser un peu, et au niveau mondial, ça pourrait arriver dans les décennies à venir. Ouais. Alors Jean-Marie Bordry qui nous écoute, que
vous connaissez bien sur l'antenne de Sud Radio, dit oui, il y a eu un baby-boom éphémère juste après le confinement. Wow. C'est une bonne question, mais ça a été très éphémère. Donc, il faudrait plus de confinement pour relancer peut-être 0826 300 300. Réenfermer les Français pour faire des bébés. Ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, l'enfant, c'était quelque chose d'assez naturel. Un couple se mariait et avait des enfants. C'était un projet de vie. Aujourd'hui, ça change sérieusement. Félix Mathieu. Oui, peut-être même que 3-4 enfants, ça a été vu comme la norme pendant des décennies et que c'est moins le cas pour ceux qui ont l'âge d'être parents aujourd'hui. C'est même clairement ce qui apparaît. Alors, on est en ligne avec François Pierrard. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire statistique Hexagone. On dit que cette baisse de la natalité est inquiétante pour l'économie, mais d'un point de vue société, ça dit des choses également. Alors, ça dit des choses, en effet, sur notre société, mais pas uniquement sur notre société française, puisque le phénomène qu'on observe est un phénomène mondial. Et ça, là-dessus, même si vous avez 25 ans, vous devez oublier tout ce que vous avez appris en cours de géographie sur la fécondité, tout est obsolète. Aujourd'hui, on vit dans un monde où quasiment tous les pays au monde sont en dessous de 2 enfants par femme. Donc aujourd'hui, aucun pays ne renouvelle ses générations, à part le continent africain, et encore, il y a des exceptions comme la Tunisie. La Tunisie est en dessous de 2 enfants par femme. Quelques pays en Amérique centrale et quelques rares pays en Asie comme l'Afghanistan et le Pakistan. Sinon, on est en dessous de 2 enfants par femme. On est en dessous de 2 enfants par femme en Inde. On est en dessous de 2 enfants par femme en Iran. On est en dessous de 2 enfants par femme au Brésil, je crois bien. On est en dessous de 2 enfants par femme en Indonésie. En Malaisie. Donc, c'est une tendance qui est mondiale. On est en dessous de 2 enfants par femme en Turquie aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui est propre à la France. C'est quelque chose qui a tendance à être international. Donc, il y a une sorte de bascule aujourd'hui dans le désir d'enfant qu'on constate en France, mais ailleurs aussi. Et en France, c'est particulièrement... Mais elle vient d'où cette baisse du désir d'enfant? Elle est économique, comme on l'évoquait, le prix des loyers, ou est-ce qu'elle est sociétale? C'est-à-dire, finalement, la vie aujourd'hui n'est pas forcément, ce n'est plus un projet de vie, entre guillemets, d'avoir un enfant. Et l'angoisse du futur. Oui, et la peur du futur. C'est les deux, mais en fait, quand on demande dans les enquêtes aux potentiels parents le nombre d'enfants idéal, on leur demande de se projeter dans une situation où il n'y a pas cette contrainte. Et on s'aperçoit que le nombre d'enfants idéal recule. Donc il y a quand même, dans l'ensemble, une envie d'enfant qui est plus faible. Et après, au-delà de ça, il y a des contraintes, comme vous l'évoquiez, qui s'ajoutent. Et le prix du logement, en particulier, est une contrainte particulièrement forte et qu'on retrouve également dans d'autres pays, puisque, de manière générale, on a une urbanisation galopante qui pousse les prix du logement à la hausse en milieu urbain. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. On aura Julien avec nous qui est jeune papa et vous pouvez nous appeler évidemment 0826 300 300. Les enfants, est-ce que ça fait partie aujourd'hui de projets de vie? Est-ce qu'aujourd'hui la nouvelle génération en fait a d'autres priorités? Le problème aujourd'hui, pourquoi ne faisons-nous plus d'enfants? Pourquoi la jeune génération ne fait plus d'enfants? C'est une première, vous nous l'avez dit Félix Mathieu, depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a connu plus de décès que de naissances et on est toujours en ligne avec François Pierrard, fondateur et directeur de l'Observatoire statistique Hexagone et on a plusieurs appels. Julien, bonjour. Vous êtes jeune papa. Tout à fait. Ouais. Et vous sentez, vous avez quel âge? Alors moi j'ai 44 ans mais j'ai un grand écart d'âge avec ma femme qui n'a que 35 ans donc forcément elle est dans l'âge de faire des enfants aujourd'hui. Nous on s'est rencontrés très jeunes, enfin moi elle était très jeune et du coup on a fait des enfants que maintenant puisque la situation économique, notre situation économique nous le permettait aujourd'hui
on a de l'espace pour les accueillir, on a les salaires qui vont bien pour les nourrir. Donc, mais en effet, je pense que j'ai autour de moi beaucoup d'amis qui sont de notre génération d'âge aussi à nous, qui ne font pas d'enfants et qui ne veulent pas d'enfants, et je les blâme pas, je les comprends, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation qui est aujourd'hui l'extrême opposé des 30 glorieuses. C'est-à-dire que économiquement c'est difficile pour beaucoup de gens, socialement c'est difficile pour beaucoup de gens, culturellement c'est difficile pour beaucoup de gens. Enfin, on vit dans une période qui est vraiment très ambiguë, très incertaine, où ce qui était acquis et connu aujourd'hui, tout est remis en cause en permanence, et on n'a vraiment aucune visibilité sur ce que pourrait être notre avenir dans 10 ou 15 ans. Donc forcément, faire des enfants dans cette situation-là, faut vraiment être très optimiste pour y aller, quoi. Quel âge il a, votre bébé ? Alors, j'en ai deux. Elles ont la grande à 3 ans et la petite à 16 mois. Ça veut dire que ça vous a demandé des sacrifices, vous avez changé vos priorités, peut-être moins de vacances, moins de restaurants ? Alors, moins de vacances, ça c'est certain. Mon restaurant, non, pas forcément. J'en ai pas beaucoup spécialement avant, donc j'ai pas vraiment réduit le rythme. C'est à peu près un par mois, et ça n'a pas changé. Mais quelle question ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions avant de faire ces enfants ? Oui. Surtout madame. Ouais. Parce que évidemment, il y avait aussi l'appréhension du changement du corps de la femme aussi, qui est aussi un gros sacrifice aussi à anticiper. Bon, pour l'instant, on a de la chance, tout s'est bien passé, mais c'est vrai que c'est des appréhensions qu'on peut avoir. On voit malheureusement beaucoup de femmes qui perdent leur corps de femme et qui se retrouvent avec un corps de maman, quoi, et qui se sentent moins désirables. Et ça, c'est des grosses questions que les femmes se posent, et c'est naturel, c'est normal, et je le comprends parfaitement. Très bien, c'est intéressant votre témoignage. On a Noémie également en ligne avec nous. Bonjour Noémie. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez des enfants ? Alors moi j'ai 2 enfants. Non, j'ai 2 enfants, 4 ans et 6 ans. D'accord. Et ça vous fait réagir ? Vous remarquez autour de vous que vos amis ont peut-être moins de désir d'enfant qu'à une autre époque ? Alors j'ai une petite sœur qui a 16 ans de moins que moi, qui a 28 ans, elle ne veut pas d'enfant. Clairement, elle rentre dans sa carrière. Elle voit aussi, elle témoigne aussi pour moi d'avoir 2 enfants, et en fait elle a complètement elle n'en veut pas, elle veut profiter de son argent, de sa carrière, et elle trouve que c'est clairement une barrière à une évolution de sa vie économique aussi, et les plaisirs qu'elle peut avoir, et elle voit toutes les contraintes qui viennent avec les enfants, donc pour le moment, c'est un non-non. Et voilà, donc oui, il y a beaucoup de... Et j'ai connu d'autres femmes, moi, évoluant, beaucoup d'amis, disant qu'elles ne voulaient pas d'enfants et qu'elles n'en auraient jamais. Et mais pourquoi ? Enfin, la raison, votre sœur, elle veut profiter de sa vie, mais les autres... la peur de l'avenir aussi ? La peur de l'avenir, il y en a qui ne veulent pas parce que ils sont très dans l'écologie, et voilà, ils trouvent que que faire beaucoup d'enfants écologiquement c'est pas bien. Donc il y a aussi ces personnes qui pensent comme ça. Et en effet, c'est par rapport à l'incertitude. Le monde est extrêmement anxiogène. Donc je peux comprendre que pour des personnes qui voudraient des enfants, quand on voit la vie politique en ce moment du pays, culturellement aussi, on se demande si on a vraiment envie de faire grandir des enfants dans cette société-là. Oui. Félix Mathieu, vous vouliez poser une question. Merci Noémie de votre témoignage à François Pierrard. François Pierrard, oui, on rappelle que vous êtes fondateur, directeur de cet observatoire statistique Hexagone. Est-ce que ce déclin démographique, il faut s'en inquiéter ? Est-ce que pour vous vraiment c'est une menace pour l'avenir, ou est-ce qu'on peut relativiser en se disant que ça vient la démographie ? Alors, il faut absolument s'en inquiéter, et la première raison pour laquelle il faut s'en inquiéter, c'est son ampleur. Et c'est quelque chose qu'on répète souvent, on dit bon là, il y a de moins en moins de naissances, mais peut-être qu'on n'en prend pas l'ampleur. Depuis 2015, c'est une baisse de 20% des naissances. C'est-à-dire, c'est 150 000 naissances de moins cette année qu'en 2015. 150 000, c'est à peu près la population d'une ville comme Angers ou Grenoble. Donc, on est sur des ordres de grandeur qui sont gigantesques. C'est l'effectif d'environ 300 collèges moyens en France perdus. Donc, les conséquences sur la structure
de notre système social, de notre système éducatif, de nos services publics en général et de notre économie, les conséquences vont être massives. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est sorti en juin, malgré tous ces indices sur la chute de la démographie, ce rapport tablait encore sur un taux de fécondité qui allait remonter à 1,8 enfants par femme, alors que de toute évidence il allait baisser et que cette année, pour la première fois, on s'attend à ce que probablement il soit sous les 1,6 enfants par femme. Eh bien, vous savez ce que ça représente, cet écart entre 1,6 enfants par femme et 1,8 enfants par femme? Eh bien, c'est l'équivalent d'environ 60-70 milliards d'euros de recettes publiques en moins à l'échéance 2070. Ouais, et donc ça, c'est simplement une toute petite baisse de 0,2 enfants par femme, qui est l'équivalent de ce qu'on constate en France sur 1 an ou 2 ans de baisse de la fécondité. Ouais, donc, les conséquences vont être massives et il va falloir à la fois lutter pour freiner cette baisse de la natalité, et à la fois aussi s'adapter parce que, selon toute vraisemblance, on ne reviendra pas tout de suite à 2 enfants par femme. Ouais. Est-ce qu'il y a une question de moyens? C'est Stéphane qui pose la question, qui dit: j'aimerais savoir si les enfants naissent désormais dans une famille ayant des moyens ou s'il y a de plus en plus d'enfants pauvres, c'est-à-dire quelle catégorie sociale est la plus touchée finalement? Alors ça, on n'a pas de données récentes sur l'évolution de la chute de la natalité, mais en revanche, ce qu'on constate de manière générale, c'est qu'on a chez les ménages très pauvres en France une tendance à une fécondité assez élevée, qu'on a en revanche chez des ménages aux alentours de 1 000 euros, 1 500 euros par mois, une fécondité plus faible, qui tend à remonter ensuite, c'est une sorte de courbe en V en fait, qui tend à remonter ensuite vers 2 000, 2 500 euros par mois de revenus. Donc et qui ensuite se stabilise à peu près. Donc c'est surtout les gens qui sont autour du SMIC, un peu en dessous du SMIC, qui ont une natalité plus faible, et les personnes qui bénéficient de revenus plus faibles que le SMIC, elles en revanche ont une natalité plus forte. Plus forte. Donc c'est pas un problème économique finalement. C'est complexe parce que on serait tenté de dire c'est pas un problème économique. La preuve, c'est que les pays où il y a le plus d'enfants par femme, c'est le Tchad ou le Niger. Donc c'est pas une question économique. Mais d'un autre côté, c'est quand même une question économique. Et le témoignage de Julien tout à l'heure l'illustrait, parce qu'il y a à la fois l'inquiétude vis-à-vis de l'avenir et le prix du logement qui est déterminant dans les villes. Oui. Et les sociétés ne sont pas les mêmes. On ne peut pas comparer effectivement les pays d'Afrique et des pays comme la France ou les États-Unis. De Julien aussi, c'était le comparatif avec les 30 Glorieuses. Et on sentait dans son témoignage qu'il y a le côté de l'espérance, le fait que l'économie puisse croître, qui était présent à l'époque, qui n'est plus présent aujourd'hui. Et c'est absolument le cas. En 1965, la moitié des Français n'avaient pas encore de réfrigérateur. Le niveau de vie, par rapport à aujourd'hui, était minable. Mais on faisait 2,8 enfants par femme et on avait 7% de croissance du PIB. Bon, aujourd'hui, tout le monde a un réfrigérateur. On a Internet, Netflix, tout ce qu'il faut. Mais en revanche, le taux de fécondité a chuté et l'espérance d'un avenir meilleur, effectivement, est beaucoup moins présente aujourd'hui qu'elle l'était auparavant. On a un témoignage, on a une autre Noémie qui est en ligne avec nous et Noémie voulait réagir à ce débat. Est-ce que vous avez des enfants, Noémie? Bonjour tout le monde. Bonjour. Non, je n'en ai pas. Et vous n'en voulez pas? Et je n'en veux pas. Vous avez quel âge? J'ai 36 ans. D'accord. Et pourquoi vous n'en voulez pas? Alors déjà, honnêtement, depuis toute jeune, je n'en voulais pas. C'était un choix de vie aussi, où j'ai toujours eu ce désir peut-être d'adopter. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, encore moins, pour plusieurs raisons. Et effectivement, vous l'avez évoqué, le côté économique. Aujourd'hui, même pour moi, avoir ne serait-ce qu'une chambre en plus dans mon appartement, c'est déjà compliqué avec le salaire, etc. Toutes les données économiques que l'on connaît. Il y a aussi pour moi, je crois, c'est moi comme ça que je l'exprime, un désespoir autour du système éducatif, parce qu'aujourd'hui l'éducation n'est plus le centre des priorités dans les gouvernements successifs, et que malheureusement on voit un système éducatif en perdition. On a beaucoup moins d'accompagnement autour du développement de l'enfant, malgré une volonté de la part de tous, et en plus
quel temps donner à l'enfant. Aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je questionne, puisque pour moi, tout le système est à un peu reconstruire autour de l'enfant et de la famille au sens large aussi. Comme on le voit dans certains pays aussi du Nord, il y a un peu moins de temps à l'école, mais beaucoup plus de temps de partage aussi autour des activités. Comment on développe aussi la réflexion de l'enfant, enfin il y a plein de choses. Et aujourd'hui, je crains que, au-delà de la société qui est compliquée, c'est que qu'est-ce qu'on peut offrir à l'enfant aujourd'hui. Alors j'ai de la chance d'avoir un filleul et du coup de pouvoir m'en occuper aussi. Du coup, je vis un petit peu à travers ça. Mais en même temps, je constate, et ma maman était enseignante, donc je constate que malheureusement l'évolution n'est pas forcément dans le positif autour de tout ça. Et moi, c'est un de mes, je dirais, un des champs de bataille que j'aimerais que des gens, quels que soient les gouvernements, reprennent quand même de fond en compte, parce qu'il y a énormément de choses à faire pour pouvoir aussi faire en sorte que l'enfant soit heureux, que les familles soient heureuses et puissent développer aussi plein d'activités autour de l'enfant et du coup reprendre goût peut-être à la natalité. Peut-être que je le dis pas forcément comme il faut, mais je pense qu'on se comprend à ce moment-là. Oui, absolument. Mais merci. Peut-être vous trouverez un compagnon qui sera follement amoureux et qui voudra absolument un enfant, peut-être. Et peut-être qu'il devra aussi respecter mon choix en tant que femme de ne pas en vouloir, parce que c'est pas une obligation et que aujourd'hui on doit aussi respecter le choix d'une femme et de ne pas en vouloir. François Pierrat, merci d'être intervenu. Juste une question, est-ce que l'âge a reculé? Est-ce que vous avez cette donnée? L'âge moyen de... Oui, l'âge moyen des mères ne cesse de reculer. C'est une tendance de fond qu'on observe en France et à nouveau partout dans le monde. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio et merci à nos auditeurs. Très intéressant tous ces témoignages. Et restez avec nous, 0826 300 300. On revient pour commenter l'actualité. On va parler des incivilités de plus en plus nombreuses face aux commerçants, aux restaurateurs. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Et gagnez un moment exceptionnel, une rencontre avec Antoine Dupont à Toulouse. C'est Antoine Dupont sur Sud Radio. Le capitaine du 15 de France, l'un des plus grands sportifs français, rien que pour vous. Vous rêvez de le rencontrer, d'assister à son interview le 10h midi. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour ces 2 heures d'infos avec vous et aujourd'hui avec Geneviève Gotzinger. Bonjour, présidente de l'agence Image. Vous êtes spécialiste en communication politique. Jean-Christophe Gallien, politologue, également conseiller en communication. Bonjour à vous. Julien Aubert, président de l'Institut Valmy, vice-président des Républicains, ancien député. Bonjour à vous. Bonjour. Et Ariane Amadi, présidente de Kerman Consulting. Vous êtes également communicante. On va parler de beaucoup de sujets. On va parler de l'Iran avec vous. On va parler des réseaux sociaux et des risques sur la santé des adolescentes. C'est vous, Ariane, qui allez en parler. Une alerte de l'ANSES sur ces risques délétères, mais on s'en doutait un petit peu sur la santé mentale des ados et puis des adultes et des adultes aussi parfois. On va parler de cette génération Z avec des enfants rois capricieux en entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez peut-être remarqué cela. Et puis d'une manière générale, on devient de moins en moins poli. 69% des petits patrons sont confrontés à des incivilités, que ce soit les restaurateurs, les commerçants. Bref, on attend vos réactions sur tous ces sujets au 0826 300 300. On parlera également de l'assassinat de monsieur Orsoni dans un cimetière. Et Gilles, on commence avec vous, Gilles Gansman, qui est avec nous pour le zapping qui va nous faire réagir. 10h30 sur l'information qu'on n'a pas forcément vue, mais qu'on aime bien commenter. Pour commencer, la réponse d'Emmanuel Macron sur les velléités de Donald Trump sur le Groenland, l'ouverture prochaine d'un consulat au Groenland, ça avait été annoncé en février, mais désormais il y a un ambassadeur qui va être nommé dans ce consulat, et l'ambassadeur des pôles et des océans a donné des précisions hier sur BFM. Dès le 15 juin, la décision a été annoncée par le président de la République. Je crois savoir qu'un consul a été une personnalité, en tout cas, je ne vous dirai pas si c'est un homme ou une femme, a été retenu et qui va prendre ses fonctions elle va prendre ses fonctions très rapidement. Voilà, c'est une question maintenant administrative. Oui. Qu'il faut avoir les accords des autorités locales.
Et qu'est-ce que nous allons, à travers ce consulat, qui n'est pas un consulat de façade, mais qu'est-ce que nous allons vouloir montrer? Tout simplement que d'abord, il y a un lien historique considérable. Quel pays, autant que la France, a documenté, exploré le Groenland, par rappeler Charcot, Paul-Émile Victor ou Jean Mallory. Alors, est-ce qu'il faut ouvrir un consulat au Groenland ou est-ce une position de façade face à Trump? Geneviève? C'est plutôt une position de façade, mais quelquefois, la façade peut avoir de l'importance, ça peut aider, c'est important en tout cas d'afficher des convictions, et c'est une manière de les afficher. Après, est-ce que ça changera la marche du monde et la décision de Trump s'il décide d'annexer le Groenland ou de le racheter, parce qu'en fait il y a quand même plusieurs hypothèses, ça ne changera pas grand-chose, mais c'est aussi montrer que la France existe. C'est ridicule. C'est ridicule, c'est de la com. Un consulat, c'est fait pour les ressortissants qui ont des sujets d'état civil. On a, à mon avis, assez peu de Français qui vont au Groenland. Ça ne fera pas peur à Donald Trump, et on ne se réveille pas en 2026 en se disant tiens, Charcot, je veux dire, on ne s'est jamais intéressé au Groenland, et brutalement on ouvre un consulat au milieu des pingouins. Non, mais vraiment. C'était le 15 juin, donc on se réveille pas en 2026, ça. 6 mois. Ça a 6 mois, donc c'était avant. Oui, d'accord, je croyais que c'était maintenant. Enfin, mais maintenant c'est mis en place. La décision a été prise le 15 juin. Je veux dire. On ferait mieux de rappeler nos ambassadeurs des 27 pays européens pour consultation des États-Unis. Je pense que le message à Donald Trump serait un peu plus ferme. Même. Oui, je crois que là, ça fait partie de gesticulation diplomatique. Maintenant, ce qui est attendu sur le Groenland, on en parlait la semaine dernière, parce que c'est un vrai défi pour l'Union européenne. C'est-à-dire que pour le coup, on est dans du concret. La réponse doit être européenne, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on est dans un aspect là pour le coup qui va avoir difficulté à faire 27, mais en tout cas, il faut réunir suffisamment de force, et c'est de la force qu'il faut réunir. C'est-à-dire qu'il faut là pour le coup rentrer dans une confrontation, non pas évidemment armée, mais qui soit diplomatique. Je crois que là c'est un moment clé. Le Groenland, ça paraît être lointain, ça paraît être un enjeu difficile à comprendre, parce que finalement, à quoi ça sert? On l'a redit la semaine dernière, et c'est un point stratégique pour plein de raisons, pas simplement pour ce qui est dans le sous-sol, qui lui appartient aux Groenlandais et au Danemark, et donc en partie, par extension parfois à l'enjeu européen, mais c'est un enjeu stratégique pour des routes maritimes nouvelles qui vont s'ouvrir de plus en plus à partir dans quelques mois ou quelques années avec le réchauffement climatique. C'est déjà acté, et à partir de là, c'est surtout l'idée que, voilà, il faut montrer de temps en temps une opposition à un partenaire complexe, qui n'est pas simplement un ennemi, qui n'est plus simplement un ami aujourd'hui, que sont les États-Unis de Donald Trump. Le temps, en tout cas, que Donald Trump sera encore au pouvoir, ça c'est très clairement le cas. Enfin, ça donne des titres dans la presse. La France va répondre aux menaces de Trump sur le Groenland en ouvrant un nouveau consulat. Pardon. Oui, non, on a envie de rigoler quand même. C'est clair. Alors, est-ce qu'on va vous dire que c'est pour engager les autres Européens aussi à bouger, et ainsi de suite. Bon, c'est un sujet compliqué qui doit répondre certainement à un enjeu peut-être préalable, parce que la décision a été prise il y a quelques mois. Ça n'est pas simplement une idée de répondre physiquement concrètement à ce qui se passe avec Trump. Donc voilà. Après, j'en sais pas plus sur ce qui ce qui est quand même intéressant, c'est que Donald Trump viole le droit international au Venezuela, etc. Et que la réaction de la France, c'est de lui répondre par une action éminemment diplomatique qui est caractéristique, en fait, de la Convention de Vienne, du droit des traités. C'est-à-dire que on a quelque part quelqu'un qui ne parle pas ce langage, et nous, on continue à le parler en espérant que ça va avoir un impact. Oui, Ariane Amadi. Oui, plusieurs choses sur ce que vous venez de dire, là où je suis d'accord. C'est comme si quelqu'un vous parle en chinois et que vous répondez en allemand, quoi. Donc, en fait, d'une certaine mesure, donc pour rebondir là-dessus, ce qui crée le sentiment de ridicule, en tout cas dans l'opinion publique, et qui crée ce sentiment de malaise, c'est en fait le décalage entre l'impact et la force, entre guillemets, du discours de Donald Trump et la petitesse, d'une certaine manière, de la réponse. Ensuite, moi je pense qu'il y a une deuxième chose à dire. Il est très difficile de make Groenland great again, pour le dire, reprendre une formule bien connue de Donald Trump. Et donc, ce que je trouve intéressant, et tout ça a été dit déjà, donc je vais juste compléter, c'est qu'en fait, la question d'une réponse par l'ouverture d'un consulat est complètement démente par rapport à la force impliquée par Donald Trump. Et ce qui est intéressant chez Donald Trump, c'est qu'il y a le sentiment que rien ne l'arrêtera et que personne ne peut l'arrêter. Et donc, ce sentiment, en fait, qu'il est d'une certaine façon au-dessus de ce que peut faire le droit international, pour moi, est symbolisé par cette action qui, en fait, dit nous, voilà ce qu'on peut faire, dans une certaine mesure, face à quelqu'un qui peut tout faire.
Ouais. Vous évoquez Make Groenland Great Again. Vous savez qu'il y a des lignes de vêtements qui sont fabriquées au Groenland en ce moment. Et il y a une casquette sur laquelle est inscrit Make America Go Away. Que les États-Unis s'en aillent. D'ailleurs, d'utiliser le sens de la formule, juste une petite chose. Bien sûr. C'est quand même répondre à Donald Trump de façon assez efficace, parce que tout ce qu'on comprend et ce qu'il comprend finalement, c'est en fait une espèce de discours qui serait en train de parler cash et un parler de punchline. Et ça, je trouve ça à la limite plus intéressant, limite que le consulat. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle si on est nommé consul au Groenland. Hein. C'est pas non plus la meilleure surtout, place. Est-ce qu'il y a des Français là-bas qui cherchent un travail. Moi, je trouve qu'il faut savoir utiliser les talents. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite du zapping de Gilles. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons avec Gilles Gansman, cette petite revue de presse de l'actualité avec vous. Je ne sais pas si autour de la table vous avez votre permis et si vous êtes racketté par les radars, mais alors on va passer... je ne suis pas d'accord avec racketté par les radars, mais ça c'est encore autre chose. Si vous avez peur des radars, oui, parce que du coup ça fait la sécurité, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ça permet de moins rouler sur les routes. On n'aime pas les radars, mais ils ont une utilité malgré tout. La police lance sur les routes 300 voitures. Alors, cette fois-ci, ils sont banalisés. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous en rendre compte, car sous la plaque d'immatriculation de ces voitures se cache presque invisible une caméra. C'est déjà sur les routes. La méthode a fait ses preuves. Reportage. Ralentissez, vous êtes filmé. Dès que l'appareil analyse et qu'il comprend que la vitesse est hors la loi, et ben là, du coup, il flash. Après le dispositif Dexter, qui se déploie peu à peu dans toute la France, dont les véhicules sont conduits par des agents privés, voici les voitures radars. À leur bord, des CRS, dans des véhicules banalisés, ici sur l'A7. Le radar, invisible pour les automobilistes, se cache sous la plaque d'immatriculation. Sur cette autoroute-là, limitée à 110, sur 3 heures de contrôle, je fais 100 et 150 infractions. Le système se règle en fonction de la vitesse autorisée. Si vous dépassez le véhicule, vous êtes en infraction. Les contraventions sont envoyées directement à votre domicile. D'ici la fin de l'année, 300 voitures banalisées comme celle-ci circuleront en France. Et oui, on ne verra plus rien. Et vous avez vu, 150 infractions ça commence à... très rapidement. Vous vouliez réagir, ça vous choque? Alors si je prends je suis comme Valérie, je dis non, c'est formidable, c'est la sécurité, c'est la garantie effectivement de ce qu'on sait. On essaie de dépasser aujourd'hui. Moi, je conduis moins souvent quand on vit à Paris, on n'a plus de voiture, mais quand on circule en France, vous avez du coup, voilà, exactement. Du coup, c'est vrai que rouler à 110, à 130, c'est sur des distances longues, on se rend compte qu'on a du mal à s'y tenir. Donc ça va à l'encontre de ce que dit Valérie. Et donc c'est vrai qu'on essaie de jouer et slalomer avec ce qu'on voit apparaître, ce que les petits instruments de mesure à distance nous font apparaître, et ainsi de suite. Et que c'est un jeu peut-être pas très malin, mais c'est un jeu un peu naturel. Bon, après, derrière, voilà, ces véhicules-là, difficile, il y aura certainement une parade qu'on pourra embarquer, qui nous permettra de voir à distance. Vous savez ce que c'est, la parade? On cherchera. C'est de respecter les limitations. Oui, c'est de respecter, je suis d'accord, mais oui, ça, ce que je vous dis, c'est que vous avez raison, mais que c'est difficile sur une longue distance aujourd'hui de subir cette espèce de ralentissement, voilà. En fait, ce qui est intéressant d'abord, c'est le fait de dire que c'est pas juste parce que c'est masqué. Or, en fait, dans beaucoup de contrôles, on vous avertit pas que vous allez... je veux dire, le gendarme, il se met derrière le buisson, vous voyez. La deuxième chose, c'est que quand même, en plan de la liberté individuelle, on fait pas confiance, entre guillemets, aux gens. Et moi, ce qui m'ennuie juste dans les excès de vitesse, c'est qu'en réalité, on met sur le même plan le chauffard, et il m'est arrivé de voir des chauffards très dangereux. Absolument, et malheureusement, j'ai l'impression que personne ne les arrête. Et puis vous faites... vous truandez de 10 km, et bam. Bon. Et ça, c'est ça qui me gêne un peu. Après, sur le fait qu'il y ait un contrôle et qu'on respecte, je dirais, les limitations de vitesse. Voilà, moi j'essaie, mais il m'est arrivé aussi bien sûr. Et c'est vrai que c'est toujours très désagréable parce que j'adore le par inadvertance. Oui, parce que vous êtes sur l'autoroute parfois. L'honnête citoyen, il respecte la loi 95% du temps. Il y a un côté très détestable quand la fois il respecte pas, bam, ça lui tombe dessus et puis il voit le type qui en fait respecte rien. Vous avez raison. Mais pourquoi il n'est pas en tôle? Non, mais c'est malhonnête. C'est des faux malhonnêtes. Moi j'habite en province, je vois les. Et tu roules? Ah bah oui, je roule et puis je vois
voit des gens, moi j'ai vu des types qui s'amusent à s'arrêter sur l'autoroute pour vous embêter quand même. Ouais. Dans le sud, des mecs, parce que vous n'allez pas assez vite, ils font exprès de freiner devant, les types font du go fast, enfin on se dit, c'est moi qu'on vient embêter. Après, moi je voudrais juste dire un truc quand même. Bon, je vais dire tout haut ce que je ne sais pas, mais ce que j'estime que tout le monde pense tout bas, et peut-être que je me trompe, c'est que, en fait, maintenant, dans les applications, la Waze, etc., vous pouvez avoir tous les radars à l'avance. Donc, d'une certaine manière, moi, je trouve pas ça délirant qu'ils créent ce type de... Mais c'est contre ça, justement. Bah oui. Là, on est en train... Je reviens sur la question de l'honnêteté, qui est toujours importante en politique, mais même dans la vie. Soyons honnêtes, donc, et sachons que vous avez tous les radars du monde qui sont répertoriés, et donc en réalité... Et même il y a des panneaux qui vous annoncent les radars. Il y a des panneaux, il y a... Et bientôt il y aura l'intelligence artificielle qui vous fera une planification de tous les radars avant même que vous ayez commencé à conduire. Et donc moi je suis plutôt de la team Valérie là-dessus. Je trouve que honnêtement les politiques de sécurité routière elles fonctionnent quand même, quand on voit depuis 30 ans. Bien sûr, quand il y a eu des mesures fortes qui ont été prises à l'époque de Jacques Chirac. Et je suis d'accord que de toute façon une règle est faite pour être contournée. De fait, mais globalement, moi je suis plutôt favorable à ce qui a été fait jusque-là. Je trouve que ça a quand même des effets notoires quand on regarde les chiffres. Bien sûr. Et je me dis, le fait qu'on aille sur plus d'efficacité, c'est juste s'adapter aux nouveaux moyens aussi de... Bientôt, ce sera dans les voitures embarquées où on pourra, comme il y a pour les routiers. Non, mais vous choisirez plus. Ça sera la voiture qui conduira. Donc dans 15 ans, 20 ans, même pas, le niveau 5 d'autonomie de la voiture sera celui-là. Donc là, pour le coup, ça posera une question de liberté dans la mobilité. Ça sera différent. Moi, ce qui me choque, c'est pas effectivement pas du tout ces voitures fantômes. C'est pas du tout ça. C'est le papier que j'ai lu il y a quelques jours sur le nombre de plaques d'immatriculation fictives pour justement échapper. Mais j'ai oublié le chiffre, Valérie, mais c'était phénoménal. Donc, en fait, le nombre d'automobilistes qui circulent avec des fausses plaques d'identité pour justement échapper au radar, échapper à tout contrôle d'immatriculation, pour échapper au radar et au contrôle, c'était juste hallucinant. Alors bon, vous échappez au radar et au contrôle, vous échappez pas aux poursuites pénales si vous vous faites prendre. En revanche. Moi, l'autre jour, j'ai donné ma voiture à un voiturier à Paris. Ça arrive de temps en temps, bien qu'on évite parce que ça coûte quand même très très cher. Et je le vois sortir un rouleau de scotch et mettre un morceau de scotch sur ma plaque. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Et il me dit, je masque un numéro discrètement, comme ça, la voiture qui relève les plaques ne peut pas lire votre... Ça veut dire qu'il va mal la garer. Qui va pas mettre d'argent. Oui, bien sûr, mais comme ça, il évite le PV. Ça va rien lui coûter. Ça va rien lui coûter à lui. Et à vous, ça coûte très cher. C'est un business et vous avez une petite technique qui est comme celle-là lorsque vous livrez. Attention, c'est difficile. C'est illégal si vous faites choper. Non mais attendez, c'est illégal, d'accord. Mais comment on fait lorsqu'on organise par exemple des événements, quels que soient les gens qui le fassent. Aujourd'hui, c'est impossible de stationner. Vous allez rester un certain temps. Vous allez rester un certain temps sur des lieux qui ne sont plus destinés au parking de surface parce qu'il n'y en a plus. Et qu'à partir de ce moment-là, comment vous faites ? Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. C'est-à-dire le petit numéro. Le petit numéro aujourd'hui, c'est une vieille technique aujourd'hui. Non mais parce que peut-être que vous faites pas ce genre d'activité, mais je pense à des gens même qui sont parfois en déménagement. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de la livraison, beaucoup d'acteurs de l'événement, beaucoup d'acteurs de l'aménagement utilisent ça parce que dans leur chiffre d'affaires à la fin du mois, leur marge est largement grignotée par le fait que, ils reçoivent des amendes, parfois les véhicules sont immobilisés, c'est impossible. Donc il faut trouver aussi un mode opératoire, si vous voulez, sur la vie économique, sur la vie de chacun d'entre nous. Moi, j'ai une question. Bien sûr, je suis du côté de la sécurité, mais ensuite, il y a une part aussi dans cette organisation de la société qui fait que on bascule dans quelque chose qui est très largement, pour le coup, même pas discriminatoire, mais qui vient empêcher les gens de rentrer en activité. Dans ce cas-là, on triche, mais on triche parce qu'on peut pas faire autrement. Ce qui montre bien, que l'équilibre sécurité-liberté peut aboutir à une société liberticide. C'est-à-dire que, comme effectivement, on a, je dirais, des gens qui abusent, parce qu'à Paris, je trouve qu'il y a une politique de lutte contre l'automobilisme qui pour moi est abusive, effectivement la société se défend, donc il faut quand même un consensus social. Bien sûr. Un consensus social sur les cibles, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de
qui on veut chercher véritablement. Marie nous dit on ferait mieux de s'intéresser aux milliers de personnes qui conduisent sans permis et sans assurance. Et elle a raison. Là aussi, autre sujet. C'est aussi. Autre sujet. Gilles, un dernier son. Ouais, pour finir, faut-il interdire le hors-piste sur nos montagnes après le décès ce week-end de plusieurs skieurs? Faut-il que ce soit eux qui règlent les secours? Hier, le 20h de France 2 a suivi les skieurs hors-piste et vous allez voir qu'ils n'hésitent pas à franchir les banderoles qui leur interdisent d'aller sur ces pistes-là. Malgré le panneau rouge qui empêche l'accès à ce secteur hors piste, la tentation de la poudreuse est trop forte pour ces skieurs qui choisissent délibérément de s'y engager. On l'a fait là juste avant et il n'y avait pas trop de risques. Donc si on va se planter à un endroit, on peut s'en vouloir qu'à soi-même, quoi. J'ai pas vu de couler sur les côtés, donc ça a l'air je pense que ça va passer sans problème. Est-ce que vous êtes équipé Non, j'ai pas d'équipement. Non. La mort de 6 skieurs dans des avalanches ce week-end a relancé le débat. Faut-il interdire la pratique du ski hors piste? Après une série meurtrière de coulées de neige dans la vallée de Chamonix en 99, le préfet de Haute-Savoie prend un arrêté rarissime interdisant le ski hors des domaines aménagés. Sous la pression des stations, des élus et des guides de haute montagne, l'arrêté est modifié puis finalement retiré. Voilà, réaction. Julien, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je pense qu'on doit pouvoir avoir là encore la liberté, c'est la liberté d'aller et venir. Après, vous prenez un risque, vous en assumez les dangers. C'est-à-dire que c'est pas à la collectivité de venir prendre en charge. Moi, j'ai pas envie que mes impôts viennent prendre en charge les gens qui prennent des risques. Ouais. Alors c'est un vaste débat parce que on a eu le débat sur la vaccination de la grippe il y a quelques semaines où on s'est pris une volée de réactions négatives. Si vous ne vous vaccinez pas et que vous chopez la grippe et que vous êtes en réa, c'est pas exactement la même chose. Vous prenez le risque. C'est pas exactement la même chose parce que d'un côté c'est un traitement médical, de l'autre si vous voulez vous pouvez. Non mais vous avez raison. Vous allez le chercher le risque si vous voulez. Bien sûr. Vous me diriez quelqu'un qui va dans une maison de lépreux passer ses vacances, faut pas s'étonner si vous chopez la lèpre. Vous voyez, à un moment donné, c'est pas à moi de venir vous payer le traitement. Alors, on va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On aura Tristan en ligne qui voulait réagir à ce sujet et qui trouve qu'il faudrait faire payer ces gens. 0826 300 300. On va parler de l'Iran, on va parler de ce qui s'est passé en Corse aussi. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Compétivo et 13 Oscar Van Helbeck. 3, 10, 8, 12, 9, 11, 2 et 13 pour le quintet. Pour la sélection du jour en réunion 3, course 3 sur l'hippodrome de Pau, le 11 Silver Laser. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Geneviève Gotzinger, communicante, présidente de l'agence Image, Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, Julien Aubert, président de l'Institut Valmy, vice-président des Républicains, vous avez également été député, et Ariane Amadi, présidente de Kerman Consulting. On va parler de nos agriculteurs puisque la tension est en train de monter d'un cran. Les tracteurs, 350 tracteurs sont devant l'Assemblée nationale, se dirigent vers l'Assemblée nationale et les agriculteurs ont déclaré qu'ils ne partiraient pas tant qu'ils n'auraient pas obtenu satisfaction. On aura Christine Bouillot avec nous dans un instant et puis on a appris qu'il n'y aurait aucun bovin au salon de l'agriculture. La décision vient d'être prise à cause donc de la dermatose. On va parler également de l'assassinat d'Alain Orsoni en Corse, qui évidemment fait beaucoup réagir. On ne respecte plus rien, c'est ce qu'on peut lire dans certains commentaires. Mais juste, nous avions Tristan en ligne avec nous. Tristan, vous estimez qu'il faudrait faire payer les gens qui font du hors-piste? C'est évidemment en lien avec tous ces morts qui sont survenus dans les Alpes le week-end dernier. Oui, bonjour Valérie. Oui, en fait, moi je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les gens au fait que le hors-piste, c'est ultra dangereux. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on a quand même tendance à banaliser ça, comme si c'était un jeu de piste un peu plus sympa. Mais idéalement, il faudrait totalement interdire le hors-piste. Oui. Et c'est pas la même chose d'interdire puisqu'il est déjà interdit par principe. La question c'est est-ce qu'il faut secourir, enfin la question est un peu brutale, mais en tout cas ou au moins faire payer les secours à ceux qui font du hors-piste.
Oui, ça pourrait peut-être être une solution de responsabiliser financièrement. Si quelqu'un se blesse en hors-piste, on puisse faire payer le transport, les secours et les soins à sa charge. Parce qu'on peut voir que ça peut quand même monter jusque 20 000 euros tout de même. Donc, comme disait votre collègue tout à l'heure, c'est un peu nos impôts qui partent là-dedans. Si on est conscient des risques qui sont pris, il faut sensibiliser financièrement, quoi. Oui, Marie nous dit, tu skis hors piste, tu payes. Je connais très bien la montagne et on doit être très prudent. Et Martine nous dit seulement ces gens le font prendre des risques aux sauveteurs. Alors en général, les sauveteurs interviennent une fois que l'avalanche est passée, mais vous avez pu voir sur les images la mobilisation, Ariane, ça mobilise beaucoup de personnes, parfois des hélicoptères. Oui, moi je skie très mal, mais je connais bien la montagne puisque je viens de Haute-Corse et je fais beaucoup de randonnées. Voilà, ça c'était une information pour tout le monde qui n'avait pas d'autre velléité que celle-ci. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas totalement d'accord parce que dans ce cas-là, un fumeur qui continue à fumer alors qu'il a un cancer, on fait quoi? Dans ce cas-là, un diabétique qui continue à manger trop de sucre, on fait quoi? On enlève les soins aussi. Donc je trouve que si on prend ça, si on commence par là, ça amène à un débat beaucoup plus de société qui est est-ce que finalement on prend en charge des risques notamment en termes de maladies qui sont connus des patients ou effectivement des skieurs. Et moi je suis un peu gênée parce que je trouve que dans ces cas-là, ça amène après à une pente quand même. Parce que le fumeur, quand on lui dit, écoutez monsieur, vous avez un cancer en deuxième phase ou troisième phase, arrêtez de fumer. Il continue à fumer. On fait quoi? On arrête du jour au lendemain le paiement des frais maladie, enfin des frais de maladie. Moi, je suis pas d'accord. Il y a un médecin qui avait réagi en disant quand en réanimation, je me retrouve avec un type qui en est à son 2e infarctus et qui fume toujours ses 2 paquets de clopes par jour. Parfois, on a les bras qui nous en tombent. Ouais, alors bon, après, est-ce qu'on doit faire des nuances? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on doit faire des nuances sur la santé ou leur piste? Je vous vois réagir. La question qui est posée sur le terrain de la santé, c'est une vraie question parce que c'est vrai que pour le coup, il y a des pays, qui sont plus libéraux que nous en termes économiques, j'entends, pour le coup. Notamment, on parlait du hors-piste tout à l'heure. Vous allez aux États-Unis dans des stations, quelles qu'elles soient. Au Canada, j'ai un souvenir un peu plus flou, mais aux États-Unis, c'est très clair. Vous sortez du contexte de la piste. Pour le coup, vous êtes certain que vous prenez votre responsabilité. C'est pas simplement votre risque, c'est votre responsabilité. À la fois pour vous-même, on viendra vous chercher si jamais vous souhaitez qu'on vienne vous chercher, mais à ce moment-là, vous avez intérêt à avoir une ligne de crédit suffisante pour pouvoir le faire, votre propre assurance. Et aussi, si jamais vous causez, parce qu'il y a avalanche, des dégâts sur la station ou sur d'autres personnes, évidemment, alors là, bon courage. Et c'est très vrai. Hormis si vous achetez la possibilité de partir dans un secteur contrôlé avec des gens qui vous accompagnent parce qu'ils connaissent le hors-piste, ainsi de suite. Et donc, vous retrouvez cette approche sur le terrain de la santé, sur certains aspects aussi. Vous avez régulièrement des guides qui font du hors-piste avec leurs clients de le faire. Et qui se retrouvent pris dans des avalanches. D'un côté, il y a un risque accidentel, de l'autre côté, c'est pas un risque accidentel. D'un côté, il y a un risque pour soi-même, de l'autre côté, il y a un risque pour soi-même et éventuellement pour autrui. Donc je pense qu'on ne peut pas les traiter de la même manière. Après, le skieur, aller à la montagne, ça suppose d'avoir un équipement, de payer le trajet, etc. Ce ne sont pas des gens qui sont à l'AME. Donc, on doit être capable de payer. Et puis, il y aura peut-être le secteur privé. Il y aura des assurances. Vous prenez une assurance hors piste. Voilà. Et donc, si vous arrivez à un accident et qu'un hélicoptère vient vous trouver, ce sera votre assurance privée qui prendra Moi aussi, j'établis quand même une distinction, même si sur le principe, c'est juste, c'était philosophique. Oui, mais c'est pas la même chose. Dans le cas de la cigarette, on a affaire à une addiction. Donc, il est très très compliqué de se débarrasser. Dans le cas du skieur hors piste, non, c'est quelqu'un qui va jouer, qui se fait plaisir. C'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai. Alors on va changer de sujet. On va parler de nos agriculteurs qui sont en colère. La colère ne faiblit pas. On vient d'apprendre qu'il n'y aurait pas de vaches au salon de l'agriculteur, enfin aucun bovin. Et puis donc il y a ces 350 tracteurs qui sont montés à la capitale devant l'Assemblée nationale et puis le barrage de l'A64 où visiblement le barrage est en train d'être levé. Christine Bouillot, notre correspondante, non, elle n'est pas avec nous. Les agriculteurs apparemment sont en train de lever ce barrage. Les ultras ont été délogés. Qu'en pensez-vous? Ils sont déterminés Moi ce matin je suis allé les applaudir à 7h du matin sur les Champs-Élysées. Donc vous imaginez bien. Oui, parce qu'en fait ça m'a réveillé vers entre 6h et 7h. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a gagné un match au
Qatar? Est-ce que c'est un bombardement avec des sirènes? Et puis, c'était très étrange parce que c'est pas un son qu'on entend souvent, une espèce de mélange de cornes, de brume et de musique. Et puis j'ai compris que c'était les agriculteurs. Et donc, effectivement, moi, je suis allé les soutenir parce que je pense qu'ils ont raison, qu'il y a un côté très tragique de voir ces forces productives qui quittent leurs exploitations pour aller alerter la capitale, pour s'emparer de leur capitale, pour attirer aussi l'attention, parce que c'est plus qu'un problème économique. C'est un problème de reconnaissance, c'est un problème de respect. Malheureusement, ils viennent devant l'Assemblée, mais on a dépossédé l'Assemblée nationale et le pouvoir national du sort de notre propre agriculture qui se gère ailleurs. C'est un vrai problème politique et démocratique, et je crois qu'il faut être à leur côté. Après, à côté, il y a le sujet de la malbouffe, du bœuf aux hormones, il y a des solutions qui existent. Voilà, mais je crois que c'est plus profond simplement que le seul sujet du Mercosur, avec ce télescopage sur la dermatose. C'est toute une activité, une histoire, un pan de notre histoire qui est aujourd'hui... 0826 300 300, si vous voulez évidemment réagir, apporter votre soutien aux agriculteurs. Oui, une réaction, le Mercosur va être signé samedi. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux agriculteurs, nous demande un de nos auditeurs? On peut leur répondre qu'il faudrait, à mon avis, ça passe, mais c'est un bras de fer qu'on aurait dû entamer bien plus tôt. Déjà, il y a longtemps. Ouais. En fait, mais est-ce qu'on a encore des choses à leur répondre? Mais après, c'est une volonté politique. Ça dépend, c'est du coup politique que la France veut prendre. De toute façon, le coup, elle l'a eu. Quand elle se retrouve à voter contre et mise en minorité, alors qu'elle est la principale puissance agricole, quel désaveu, quel camouflet pour notre pays. Moi, je suis un euro-réaliste et un euro-critique. Je pense que, je crois, si vous voulez, aux solutions fortes. Je pense qu'il y a un an, on aurait dû dire à Mme von der Leyen, c'est très simple. Tu veux t'amuser à ce jeu, nous, on va couper les financements à l'Union européenne. Moi, j'aurais provoqué une crise institutionnelle. Voilà, de telle manière à ce que nos partenaires comprennent que c'était pas négociable. Parce que sinon... Je sais que je vais être en désaccord avec mon collègue de droite qui est un Européen convaincu. Mais je crois, si vous voulez, qu'on est en train de démolir. Non, on est en train de démolir l'Union européenne. C'est pas une question de réalisme. Le réalisme, c'est qu'on est en train de s'effacer de l'espace européen. Oui. Non, on peut avoir un débat long sur cette question. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, le débat pour les agriculteurs, il est même plus sur le Mercosur. Et ils le savent. Même à la FNSEA, ce qui est pourtant pas si simple, mais à la Confédération, à la coordination, c'est clair, le débat va être sur la PAC. Et donc là, pour le coup, maintenant, c'est là que le débat va s'engager pour savoir si on a effectivement une représentation suffisamment forte et des gens qui sont capables de négocier suffisamment fortement sur une nouvelle PAC avec un nouveau système qui ne soit plus un système d'aide, mais un système de prix, si vous voulez. Aujourd'hui, l'erreur initiale, elle est là-dedans. Le Mercosur, c'est un débat qui ne mélange pas simplement l'agriculture, mais qui touche à pratiquement tous les sujets du commerce entre deux continents et qui donc de fait est très compliqué. Et on peut pas dire que la France a abandonné son agriculture. Il s'est passé une longue négociation avec, de mon point de vue, des erreurs de communication du président de la République parce que il est allé et venu, mais c'était le fruit de la négociation qui était en cours. La France n'a pas abandonné. Il se trouve qu'à un moment donné, il y a un vote et que ce vote est perdu. Pourquoi ? Parce que l'Italie, en particulier l'Espagne de l'autre côté, pour des raisons qui sont très différentes. Ils ont même une agriculture qui peut être en compétition avec celle des pays concernés par l'Amérique du Sud, mais à des obtentions de marché potentielles, des histoires particulières, l'Espagne avec l'Amérique du Sud, et surtout une quête d'argent qui a été récompensée par Mme von der Leyen et la Commission sur les 45 milliards qui ont été donnés, qui vont récupérer sur d'autres sujets. Donc oui, c'est un débat permanent. À 27, de toute manière, c'est comme un grand con. Vous voyez, ça s'est renationalisé. On peut plus aujourd'hui travailler de la même manière. La France n'a pas été suffisamment forte dans l'idée de faire adhérer des gens à sa cause sur l'agriculture, mais la prochaine bataille, elle est vraiment sur la PAC. Le Mercosur, il y a le Parlement. Le Parlement n'est pas obligé de le voter. Le Parlement n'est pas obligé de le voter. Jean-Christophe, on va y revenir. Daniel, qui est agriculteur, va réagir. Il estime que la situation est gravissime et on apprend qu'une délégation sera reçue à 14h à Matignon et que le dialogue, dit Annie Genevard, est toujours ouvert. A tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio. Les agriculteurs sont mobilisés. Le combat continue, vient de dire Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Le barrage est en train d'être levé sur l'A64. Sinon, les tracteurs sont à Paris. Et on voit des images d'agriculteurs mobilisés devant l'Assemblée nationale. On a Daniel en ligne avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes agriculteur ? Oui, agriculteur dans le Tarn. Ouais. Et je vous remercie de me donner la parole. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ?
Ah, mais je suis écœuré de la situation actuelle. Ce qui se passe, c'est vraiment grave. L'agriculture a de grosses difficultés. Et quand on voit la manipulation qui est faite, aujourd'hui, on est en train d'essayer de monter les agriculteurs les uns contre les autres. La FNSEA et les JA sont de connivence avec le gouvernement. Ils ont essayé d'empêcher les mouvements de la semaine de tracteurs vers Paris la semaine dernière. Il y a 2 poids 2 mesures. La semaine dernière, les mouvements sont montés pour manifester leur écœurement à Paris. On a mis des forces considérables pour les empêcher d'accéder à la capitale. Et puis ce matin, on allume la télé, on voit que la FNSEA a porte ouverte sur la capitale. Donc si ça démontre pas qu'il y a une connivence entre les dirigeants de la FNSEA, monsieur Rousseau, qui est un agro-industriel, qui n'est pas là pour défendre les agriculteurs, mais pour défendre le business, je ne comprends plus rien. Enfin, c'est vraiment grave. Moi, je suis agriculteur depuis presque 40 ans. Oui. Mon fils s'est installé il y a 5 ans, avec des investissements sur le dos. Mais quel signe on donne aux jeunes qui veulent faire agriculteur? Quel signe on est en train de leur donner? Monsieur le préfet du Tarn est venu sur le barrage, je l'ai interpellé. Quand on lui pose des questions, quand on a proposé le protocole de tuer les bêtes malades, de mettre les élevages en quarantaine pendant 50 jours, vaccinés jusqu'à ce que le vaccin ait fait effet, aucune bête sort, aucune bête rentre, personne ne doit venir à l'élevage. Quand on lui pose la question pourquoi le gouvernement ne veut pas entendre ce protocole, il botte en touche, il n'est pas capable de nous donner une réponse. Oui, non, on vous entend, on entend votre colère et effectivement certains dénoncent ce matin le 2 poids 2 mesures avec les CRS sur l'autoroute et puis la facilité avec laquelle les agriculteurs, c'est une manifestation autorisée. Ariane Amadi sur cette manifestation et la mobilisation. Hein. Alors, il y a 2 choses. Je voudrais juste dire que ce qui est terrible pour les agriculteurs en termes de ressentiment, c'est le sentiment que sur un rapport de force et un combat à mener, la France, et donc celle qui est censée défendre leurs intérêts, s'est couchée. Parce qu'en fait, ça vient se nicher sur un sentiment de perte de maîtrise totale de leur destin, qui est problématique. Et cette manifestation, ce que dit votre auditeur, au fond, ce que ça révèle de très très grave, c'est que les agriculteurs ont aujourd'hui le sentiment que le politique joue contre eux. C'est pas simplement que le politique ne fait rien, c'est qu'il est contre eux. Et donc qui divise. Oui, et puis même qui joue contre leurs intérêts. C'est plus simplement de la défiance. Et donc sur ces manifestations, il y a une dimension symbolique, c'est-à-dire qu'on prend son tracteur et on va devant les symboles de pouvoir et d'une certaine façon, on évite le fait que si on pense à comment les gens se figurent ça, ceux qui décident seraient toujours épargnés et très très loin des réalités du terrain. Donc symboliquement, moi je trouve que c'est plutôt normal et plutôt positif, mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est que je ne vois pas comment la crise entre le politique et les agriculteurs et l'Europe peut aujourd'hui être résolue. Oui, sur les réponses, Geneviève. Je joue contre. Non, la France a mené une bataille et à un moment, elle l'a perdue. C'est le ressenti. Moi, je parle du ressenti. Ok, mais on peut aussi répondre à ce ressenti. On n'est pas obligé de le nourrir. Donc la France n'a pas joué contre ses agriculteurs. C'est pas vrai. La France avait au départ une alliée qui était l'Italie, avait l'Espagne. Enfin, ces pays avaient d'autres. Chacun se bat pour ses intérêts aussi, même au sein de l'Union européenne où on est tous ensemble. Et c'est normal. Donc la France a perdu cette bataille, peut-être pas complètement. Maintenant, il va y avoir un vote au Parlement européen. Donc ça, c'est aussi une seconde bataille qu'on peut mener. Et là, on peut essayer. Et c'est pas évident que là, ce soit perdu, en revanche. Eu égard au rapport de force des différents partis. Voilà. Après, oui, il y a cette notion de je monte à Paris, je vais devant les lieux de pouvoir, je m'exprime. Mais moi, j'en ai marre aussi d'entendre cogner tout le temps contre l'Union européenne. Je suis pas d'accord avec ça. Et je trouve que ça donne aussi des arguments à tous les europhobes aujourd'hui qui, personnellement, m'agacent un peu. Il y a des batailles qu'on gagne, il y a des batailles qu'on perd. On s'est battu. Est-ce qu'on en gagne? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on en gagne beaucoup des batailles? Ça m'intéresse parce que sur l'énergie, on s'est fait avoir par les Allemands. Sur le militaire, tout le monde achète américain. Sur l'agriculture, on a perdu régulièrement toutes les batailles qu'on a voulu mener. J'ai pas compris quelle bataille on avait gagné récemment. Non, mais puis moi, je suis d'ailleurs au fond plutôt européenne, mais je suis désolée. À un moment donné, on arrive, pour moi, quand même à un problème majeur. Je veux bien que, effectivement, je sais pas être anti-européenne, etc. C'est que
qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à un moment donné, chez les agriculteurs, ils puissent se dire l'Europe joue pour moi et pas contre moi. Et ça, c'est un travail de récit, de communication politique et parce que, ok, on peut dire l'Europe c'est bien, si 80% des agriculteurs pensent que c'est mal, politiquement ça vaut plus rien. Enfin. Ouais, je pense qu'il y a d'abord, pour gagner une bataille européenne, il faut d'abord que le secteur qui est concerné arrive en négociation avec les autres, qui soient unis. C'est pas le cas au niveau agricole français. J'ai dit qu'il y avait plusieurs agricultures. C'était pas le cas dans l'industrie automobile. C'est rarement le cas même sur l'avion de chasse européen. Ouais. Certes, les Allemands nous emmerdent et font péter le deal avec Airbus et des mois Dassault. Mais nous-mêmes, on n'est pas d'accord entre la partie française d'Airbus et Dassault. Donc, il faut bien comprendre que si vous arrivez avec une copie divisée à la table de négociation européenne, vous n'y arrivez pas. Ça, c'est un problème pour les Allemands. Les Allemands arrivent toujours à avoir réglé leurs problèmes auparavant. Ils ont une agriculture et des agriculteurs qui sont très mécontents de l'accord. Ils sont dehors dans la rue. Monsieur Merz et ses alliés SPD, donc en gros la droite et la gauche en Allemagne, elle a dit, attendez, nous on privilégie l'acier, la pétrochimie et moi les voitures. Le reste, on se démerdera. Mais c'est un vrai sujet parce que au-delà de ce que vous dites, ce qui est très intéressant, c'est ce que disait Julien tout à l'heure aussi, c'est que ça parle de l'agriculture, mais ça parle d'autre chose. Ça parle de parties entières de ce pays, plus que d'agriculture, qui sont plurielles. La FNSEA, on l'a dit. Monsieur Rousseau, ça n'a rien à voir, je le redis encore une fois, qu'un viticulteur du Languedoc. C'est même s'il est le patron du premier syndicat de France aujourd'hui, mais en difficulté sur d'autres parties. Aujourd'hui, c'est un modèle de société à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez ce décalage qui existe entre, finalement, mes aspirations, moi, à vivre dans certains territoires, à me sentir abandonné, à me sentir délaissé, et puis par moment ne plus sentir que même les gens qui me représentent, je me tourne vers Julien qui lui a été le représentant direct d'une population exactement milieu rural, et évidemment en permanence on est compris dans cette espèce de défi qui est de dire je dois représenter, il y a un destin national, un destin européen, parce que objectivement entre blocs, quand on est Chine, États-Unis et qu'on est Europe, tout seul français, bon courage si vous voulez. Mais en même temps il faut traduire cette angoisse aujourd'hui qui est là et qui ne se, vous avez très bien dit. Oui. Tout ça, c'est pas très concret pour l'agriculteur qui est dans son champ. Oui, mais parce que c'est répondre concrètement à cette diversité de défis et de demandes très compliqué. Très compliqué. Moi, je suis pour le coup de force et contre l'entrée de l'Ukraine qui viendrait mettre à bas la PAC. Voilà. Je voulais qu'on parle quand même de l'assassinat d'Alain Orsoni en Corse, qui est spectaculaire. On en parlait hors antenne en se disant que même les séries qu'on a pu voir, que ce soit Plaine Orientale ou Mafiosa, n'avaient pas mis ça en scène. Et effectivement, Alain Orsoni, qui vivait au Nicaragua, était venu pour les obsèques de sa mère. Le matin même, il faisait ses courses à Ajaccio sans gilet pare-balles, ont précisé ses proches. Quand le prêtre a eu fini son oraison funèbre, il a été atteint d'une balle en plein cœur, et beaucoup de Corses s'interrogent sur cette manière de faire. Je voyais quelqu'un du FLNC qui disait aujourd'hui on ne respecte plus rien sur notre terre, surtout le jour de l'enterrement de sa mère, même si on n'avait pas les mêmes idées, que je ne l'aimais pas, je ne le portais pas, ça me fait mal. La Corse est devenue une île où le respect a disparu. Et c'est vrai qu'on a évoqué cet assassinat qui est quand même assez violent, enfin plus que c'est toujours violent, mais qui est assez inédit malgré tout. Je ne sais pas qui veut réagir. Vous avez des origines corses, Ariane. Oui, une partie de Santa Lucia di Mercurio que je salue si jamais il nous écoute. Il nous écoute forcément. Donc non, moi ce que je voulais dire, c'est que deux choses. Sur le côté, on va dire spectaculaire, il faut savoir qu'en Corse, on respecte les morts vraiment. C'est-à-dire il y a une sorte de sacralité. Alors parce que c'est aussi un territoire rural, c'est un territoire où on voit les gens partir, et donc se frapper à ce moment-là, ça dépasse l'entendement pour nous tous, mais pour les Corses, c'est presque une insulte à qui ils sont. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a depuis une dizaine d'années une montée en puissance du ras-le-bol face à la violence sur l'île, et avec une publicisation de ce ras-le-bol, ce qui est un changement par rapport à avant. Il y a par exemple un meurtre qui a vraiment retourné la Corse il y a 6 ou 8 mois. C'est une jeune fille de Chloé de 18 ans qui a été tuée par erreur. On pensait qu'en fait on tuait son petit copain, et donc c'est un amoncellement en fait de meurtres et de violences qui
bouleverse la société corse de l'intérieur et surtout elle commence à s'exprimer dessus. C'est très nouveau. Et donc j'espère que ce ras-le-bol va permettre concrètement d'avoir des contre-pouvoirs au sein de la société corse sur la question de la violence. Oui, la une de Corse Matin, c'est tué pendant le deuil. Donc on voit que ce titre très fort. C'est parce que vraiment les morts en Corse, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Sauf que ce que j'entendais aussi, c'est qu'il y a une nouvelle génération de tueurs, comme sur le continent, à qui on passe des contrats et qui n'ont pas de... qui n'ont plus peut-être les codes d'honneur et pas des dans la tradition de la violence, c'est une rupture. Geneviève Götzinger. Alors, la Corse, c'est quand même le territoire français sur lequel il y a le plus d'homicides. Donc ça, c'est rapporté à la population. Donc ça, c'est un fait. La question, c'est est-ce qu'il y a une fatalité à ça? Alors, je suis d'accord avec ce que dit Ariane, évidemment, sur le rapport à la mort, le rapport au décès, au deuil. C'est tout à fait inhabituel ce qui s'est passé. C'est un pas supplémentaire qui a été franchi quand même dans l'innommable, là. Après, oui, il y a aujourd'hui une société qui en a un petit peu assez quand même de ça. Avec des manifestations qui ont eu lieu contre la mafia, parce que c'est des phénomènes mafieux, au-delà, enfin c'est pas de la politique, là, c'est de la mafia. Avec aujourd'hui le recteur à Corse qui a lancé des programmes anti-mafia, donc pour mobiliser la population autour de ça, qui vise aussi à la déconstruction d'une certaine image, d'un certain romantisme lié, voilà, à la fois au nationalisme, mais à la mafia aussi, à l'image romantique du voyou. Donc ça amènera peut-être un basculement de la population. On peut espérer que ce qui était absolument impensable, tuer quelqu'un lors du décès de sa mère devant une tombe, amène un basculement psychologique. Enfin, en tout cas, on ne peut que l'espérer. On va y revenir dans un instant, puis on va parler de l'Iran aussi avec vous, Julien Aubert. Vous vouliez faire un coup de projecteur sur ce qui se passe en Iran, sur cette situation, cette mobilisation, ces manifestations qui ne faiblissent pas et le pouvoir qui les tue. Des pendaisons sont prévues dans les jours qui viennent. On en parle dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi. On va parler évidemment de l'Iran également, des risques des réseaux sociaux sur la santé des adolescents. Juste un mot sur Orsoni et sur cet assassinat. J'étais frappé parce que quelque part... Le message de fond, c'est de dire, bon, il aurait été assassiné devant un prise unique ou à la sortie de l'aéroport, les règles étaient respectées. Mais à la base, c'est quand même un assassinat de sang-froid. Et on est en France, on n'est pas quelque part soudain, on est en France. Et donc, c'est d'abord ça qu'on doit évidemment condamner. Après, ça avait commencé avec l'assassinat d'un préfet. Il y a, je dirais, voilà, des codes qui sont progressivement rompus. Charge à ceux ensuite qui les défendent, mais soit de les faire respecter, et je leur laisse, voilà. Mais en tout cas, moi, en tant que, si vous voulez, républicain, qui voit ça, qui n'est pas de relation avec la Corse, c'est d'abord un assassinat de sang-froid. Il aurait été fait sur le tarmac de l'aéroport, que je trouverais ça inadmissible également. Oui, mais c'est vrai que la phrase de Gilles Simeoni, donc qui s'exprimait pour le Parti national corse, dit « Le respect des morts ainsi bafoué emporte dans sa chute terrible notre tradition et les valeurs de notre civilisation. » C'est-à-dire, on peut tuer, mais pas dans un cimetière. J'ai pas compris, c'est la tradition, c'était la tradition, enfin voilà, je sais pas quelle tradition. De la vendetta. Bon, voilà. On va passer, on va parler de l'Iran avec vous. Sur quoi est-ce que vous vouliez réagir? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'était plutôt un coup de cœur. Parce qu'on sent que le peuple iranien veut secouer le joug. Je suis contre les ingérences extérieures. Je pense que les révolutions, ça se fait de l'intérieur. On peut les aider, mais pas intervenir comme on l'a fait en Irak. Donc moi, j'espère qu'ils vont mettre... qu'il y a des ingérences du côté des mollahs aussi, visiblement, de la Chine. Oui, non, mais ce que je veux dire, ingérence, moi, je suis contre, si vous voulez, le fait d'envoyer une armée sur place. Bon. Oui, bien sûr. En revanche, après, j'ai moins confiance, si vous voulez, quand je vois les gens qui disent « Ah, le fils du Shah, c'est fabuleux ». Enfin, on a oublié que le régime du Shah était un régime avec la Savak extrêmement violent, qui avait aussi, il faisait aussi tirer sur la foule. Donc voilà, qui est je dirais une figure de symbole, pourquoi pas, mais je suis pas certain qu'il faille revenir en arrière. Quoi qu'il en soit, moi j'espère que le peuple iranien fera tomber les mollahs et je trouve leur courage admirable. Il y a Julie sur Internet qui se demande que peut négocier Trump avec les mollahs, puisqu'il dit qu'ils veulent négocier. Puisque l'Iran a dit qu'ils étaient ouverts à la discussion et Trump a dit qu'il mettait une chose en place pour discuter, mais discuter de quoi? L'accord sur le nucléaire. Oui, mais est-ce que ça va calmer la colère du peuple?
c'est pas ça la réponse. Les Mollahs, s'ils négocient quelque chose, ce sera la survie du régime c'est ça, en échange de quelque chose. C'est un peu ce qui est... Donc c'est là où les intérêts divergent. C'est que la population, elle veut pas la survie du régime. Donc à la limite, si Trump négocie le départ des Mollahs, je serais le premier à l'applaudir, contrairement à d'autres fois, où je suis moins convaincu par le personnage. Mais je crois malheureusement que c'est là où diverge. C'est comme au Venezuela, les gens qui me disent c'est génial pour les droits humains, la réalité c'est que le régime il est le même. Donc il va changer, ça c'est clair. Moi je pense que ça ne changera rien pour la population. Ouais. On peut avoir une interrogation pour le coup sur la dynamique et la décision chez Donald Trump, parce que c'est difficile de savoir, hein, le matin, l'après-midi, le soir, c'est pas exactement la même chose. Par contre, il y a toujours une action. On peut reconnaître qu'il y a toujours une action, quelle qu'elle soit, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous plaise pas. Et il y a évidemment une négociation. Cette révolution a une chance unique, c'est que le système est en difficulté. Il est en difficulté interne, déjà, lui-même est très divisé. Et deux, il est en difficulté interne parce que l'économie de ce système est en difficulté. Et donc ça veut dire que cette mafia, on va le dire comme ça, ou ces mafias sont en même en difficulté et se battent pour ce qui reste à opérer. Et donc c'est une chance. Mais cette chance ne peut pas exister s'il n'y a pas d'intervention, non pas extérieure armée, mais extérieure différente. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a, à mon avis, des acteurs, soit c'est très concret. Le message de faire sortir les ressortissants américains aujourd'hui est intéressant parce que il y a non seulement les États-Unis, mais il y a Israël évidemment qui est un acteur central et qui ne dit pas grand-chose depuis que ces événements sont là. Donc quand il dit pas grand-chose, ça veut dire aussi que potentiellement il peut opérer. Oui. Le troisième gros acteur très important, c'est l'Arabie Saoudite. Oui. Et donc ces trois acteurs-là, s'ils le décident, et c'est un moment géopolitique majeur, je vous le redis, c'est un moment géopolitique majeur. Oui. S'ils le décident, ils peuvent le faire. S'ils ne le décident pas, c'est qu'ils auront fait un choix effectivement à ce moment-là, qui est celui qui a été fait par exemple au Venezuela, où le régime ne changera pas. Par contre, l'opération du pétrole vénézuélien est déjà prête sur les côtes texanes et de Louisiane. Et donc à partir de là, on aura quelque chose qui restera. Maintenant, ce que j'espère, c'est que on est dans un moment qui est géopolitique. Et là, pour le coup, je viens taper à la porte de l'Union européenne, qui est beaucoup trop discrète. La seule qui a parlé, c'est efficace, c'est Madame von der Leyen. Oui. J'attends encore Monsieur Macron, j'attends Monsieur Merz, j'attends Madame Meloni. Alors là, pour le coup, c'est assourdissant le silence. Oui. J'attends les Hongrois et je ne sais qui encore qui ne disent rien. Oui, moi, or, ils ont tout à profiter de cette affaire. Interpellé par le tweet d'Emmanuel Macron, genre un tweet. Oui. Un simple tweet pour dire « Je condamne la violence d'État qui frappe aveuglément les Iraniennes et les Iraniens qui réclament avec courage le respect de leurs droits. » Écrit par son conseiller diplomatique, j'imagine. Blablabla, quoi. Tweet extrêmement tardif, en tardif et vide, totalement creux. C'est un moment historique. Et il est où notre ministre des Affaires étrangères ? Mais non, mais même si vous... Alors là, n'en parlons pas, c'est-à-dire que pour le coup, vous prenez un petit risque. Dire qu'on ne s'exprime pas parce qu'on a peur que le régime ne tombe pas, parce que c'est un peu ça ce que ça veut dire, hein, en gros. Quand j'emploie ces termes-là, et j'espère que nos services, je parlais de services autres qui sont à l'œuvre potentiellement, j'espère que les notes qui sont très bons, et contrairement à ce qu'on dit, on est plutôt très bons, et on l'a vu sur certains sites européens il y a très peu de temps, face à la Russie, je dirais pas le pays, et d'autres en Afrique, où malgré tout il y a eu quelques réactions. C'est notre discours diplomatique qui est très faible, mais pas notre action. Oui, Ariane, peut-être un mot. Oui, alors... Il faut savoir qu'au sein de la société iranienne, depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté, cette jeunesse qu'on a vu en fait braver les interdits de façon publique, il y a quand même un certain changement au sein de la société iranienne sur deux aspects. Un, il faut que les gens sachent qu'indépendamment de tout ce qui est philosophiquement progressiste, c'est-à-dire la question de l'islam et de rejet de ce que fait la République islamiste, les gens sont affamés. Il y a des taux d'inflation colossaux. Et ça joue aussi en tout cas, ça peut aider le fait de faire tomber le régime, parce que ça veut dire que la société iranienne contre le régime ne se résume pas à Téhéran, et donc à des grandes villes, etc., mais commence à atteindre les campagnes. Et deuxièmement, c'est un pays très jeune, l'Iran, il y a zéro horizon. Je ne sais pas si les gens se rendent... Il faut juste se rendre compte que quand vous avez des enfants en Iran aujourd'hui, il y a zéro horizon. Donc ça, c'est un premier volet économique et social qu'on aborde assez peu finalement, parce qu'on se concentre effectivement sur la question du progressisme de l'Iran. Voilà, mais il faut le savoir, et c'est plutôt quelque chose qui va jouer pour le fait de faire tomber le régime. Ensuite, il faut savoir que depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté, on assiste à une jeunesse iranienne qui prend de plus en plus de risques et qui aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que dans un régime comme celui de l'Iran, mais il y en a d'autres,
prendre des risques publiquement, c'est risquer la mort. Bien sûr. On n'est pas dans, c'est pas juste. Il y a des pendaisons qui ont été annoncées de certains manifestants. Voilà. Et donc ça, notamment pour les parents et pour la société iranienne, ça devient de plus en plus insoutenable de voir toute leur jeunesse. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? On voit, Trump avait dit je frapperai très fort s'il y a des morts, etc. Oui, mais c'est contradictoire. Il parle de discussion d'un peuple ne peut venir que de ce peuple. Alors, moi j'aimerais quand même... Avec un peu d'aide. Avec un peu d'aide, sans le dire. Mais sûrement pas en allant mitrailler le pays. Oui, mais en allant mitrailler le pays. Avec un peu d'aide. Oui, mais dans ce cas-là, ça va être un... Mais les mollahs ont visiblement l'aide de la Russie. Non, mais vous ne pouvez pas faire tomber les mollahs comme vous ne pouvez pas faire tomber Poutine sans un travail aussi avec les services de renseignement. Bien sûr. Je veux dire, à un moment donné, je dis un truc basique qui n'est pas propre à l'Iran, qui existe depuis toujours. Enfin, en tout cas, l'histoire du XXe siècle a beaucoup d'ailleurs été la preuve de ce que je suis en train de démontrer. C'est qu'il faut souvent intégrer l'entourage de grands dictateurs ou en tout cas de régimes autoritaires pour, grâce à un travail avec les services de renseignement de plusieurs pays souvent, permettre de fragiliser de l'intérieur le régime. Et là, une dernière chose, je ne sais plus qui l'avait mentionné, c'est qu'effectivement, le régime est déjà fragilisé de l'intérieur en ce moment même. Parce que quand vous ça tangue au niveau du plus haut du sommet d'un État, vous pensez bien que les velléités à reprendre la place de celui qui est en difficulté se multiplient. Bien sûr. On va marquer une pause et puis on va continuer, on va avancer. On a beaucoup d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue le tour de table. Geneviève Bouze, ce qui a retenu votre attention, c'était ce matin, je l'ai vu dans le Parisien, je crois. Oui, c'est effectivement un sondage, enfin une enquête faite par Mutuelle étudiante, la Mgen et Kantar, qui montre qu'en fait, une adolescente sur deux arrête le sport. Pardon, je parle dans le micro. Avant 15 ans. Avant 15 ans. Donc c'est assez phénoménal. Quand on sait l'importance du sport à l'adolescence pour tout, en fait, sur le plan psychologique, sur le plan physiologique, la construction de son système osseux, enfin de tout. Donc, c'est dû à un certain nombre de choses. Le manque d'appétit pour la compétition. Donc il y a un moment où on se situe dans quelque chose de trop compétitif. Des pratiques qui sont peu accessibles, notamment en termes d'emploi du temps par rapport au reste de la scolarité. Et pas pour les garçons. Une pression aussi. Et la puberté qui rend le sport un peu moins agréable. Et une pression psychologique, mal à l'aise avec son corps, des phénomènes de sexisme, de harcèlement, etc. Donc tout ça, il y a des remèdes. Enfin, il faut absolument réinciter les jeunes filles à la pratique du sport. Faut surtout pas arrêter. C'est dramatique. On va parler des réseaux sociaux après, mais si c'est arrêter de faire du sport pour se mettre sur Facebook ou sur TikTok, on est dans la double peine là, en fait. Donc, faciliter, peut-être que le parcours scolaire, que le temps scolaire intègre davantage la capacité de faire du sport. Peut-être aussi avoir davantage d'entraîneuses ou de coachs féminines, si c'est nécessaire, de modèles féminins dans le sport. Le sport féminin est en train quand même, on voit le foot, le rugby. C'est vrai, mais il y a apparemment pas suffisamment de coachs femmes dans les différentes pratiques sportives. En tout cas, l'étude dit ça, en tout cas, l'étude le dit. Donc moi, je veux bien qu'on dise que c'est pas vrai, mais malheureusement, c'est vrai. Il y aurait eu un élan aussi. On aurait pu penser, mais manifestement, ça n'a rien changé. Ouais, c'est vrai que c'est assez désolant. C'est un truc, quand je m'occupais au moins d'une fédération, il y avait pratiquement dans toutes les fédérations de ce pays sportif, j'entends, historiquement, une chute adolescente chez les filles. C'est-à-dire que le nombre de licenciés va continuer à suivre la croissance des garçons jusqu'à 12-13 ans. Et à 12-13 ans, il y avait un basculement qui est fait. Donc effectivement, terrible si ça continue, parce qu'on pensait qu'avec justement les modèles, l'ouverture du sport féminin professionnalisé, des modèles qui appellent des gens qui sont maintenant avec la communication plus globalisée, on a envie parfois de suivre d'autres modèles qui sont même pas nationaux, que ça pouvait changer. En fait, ça ne change pas, et voire, d'après l'étude, c'est presque quelque chose qui s'aggrave, c'est-à-dire qui se prolonge. Et ensuite, on avait des jeunes femmes qui reprenaient le sport, mais bien après. C'est-à-dire qu'en fait,
les fédérations, c'était un problème marketing pour elles. C'est-à-dire que, et c'était en gros comment on fait depuis très longtemps pour retenir ces jeunes filles qui se lancent dans le sport, commencent à avoir des résultats, que ça soit en ski, que ça soit en tennis, que ça soit dans les sports collectifs, et qui arrêtent parce que, alors, à une époque, tous disaient, bah ouais, c'est les garçons, c'est l'idée qu'on commence à avoir une vie différente, et ainsi de suite. Maintenant, ça se complexifie parce que il y a d'autres paramètres qui sont à l'œuvre, mais c'est les mêmes tendances. Ce que je ne sais pas, pour le coup, de manière très pour le coup, il faudrait comparer, non pas avec le terrain européen où c'est à peu près similaire, mais notamment aux États-Unis, dans des pays comparables, l'Asie, ou je ne sais pas. Il y a une mise en garde de l'OMS qui dit quoi ? Que 80% des adolescents dans le monde n'ont pas une activité physique suffisante. Alors là, c'est pas juste les filles, mais 80%. Donc voilà. La solution, c'est peut-être aussi le sport à l'école et les après-midi, comme en Angleterre ou en Allemagne, où ils ont du sport. Avant qu'on change le système, ça va prendre du temps. Puis déjà qu'ils savent pas lire ni écrire, on est mal barré. En tout cas, la santé cardiovasculaire, tout ça, système osseux, ça se joue à l'enfance. À l'enfance et à l'adolescence. Ariane. Deux choses. La première chose, c'est que, en fait, les politiques sportives sont souvent assez négligées en politique. C'est-à-dire que l'adjoint au sport ou qui est dans une ville ou à la région, etc., c'est toujours un peu le gars qui fait quelque chose qui est censé être utile, mais dont on voit, il y a un mépris. C'est comme l'enseignant. Qui fait du sport. Oui, mais il y a un mépris, alors que c'est fondamental. Les politiques sportives sont fondamentales pour le lien social, pour la santé, etc. Donc ça, c'est l'image des politiques sportives en politique, mais aussi dans les institutions. Deuxième chose, sur les raisons invoquées. Parce qu'en fait, on parle quand même des femmes. C'est un sujet qui touche plus les femmes. Sur la question du rapport à la compétition, moi, je pense qu'il y a vraiment un énorme travail à faire, mais même au-delà de l'adolescence, qui est que on pense souvent que la détermination et l'atteinte des objectifs, c'est un truc de mec. Et que donc, quand vous êtes une femme, si jamais vous avez cette niaque, et a fortiori une ambition de résultat, vous seriez un peu moins féminine. Donc ça, je trouve que c'est un terme culturel, c'est intéressant par rapport aux critères. Deuxième chose, la question du rapport au corps. Là aussi, je pense qu'il y a tout un travail d'éducation, de sensibilisation et d'acceptation pour que les jeunes femmes, notamment à l'adolescence, parce qu'évidemment, il y a une puberté chez les femmes qui n'est pas la même que chez les hommes, et que donc elles puissent avoir le sentiment de pouvoir s'exposer dans des disciplines sportives où le corps est objectivement plus mis en avant, sans avoir peut-être peur du regard des mecs, des critiques, des autocritiques qu'elles se font. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est peut-être sur cette question de l'aggravation pour les femmes de ces sujets, qu'on puisse faire ce travail d'éducation. On va parler des risques des réseaux sociaux sur la santé des adolescents. Les deux sujets sont peut-être liés. C'est vous, Ariane, qui vouliez en parler. C'est une alerte de l'ANSES qui a mené une grande enquête et ça rentre dans le projet d'Emmanuel Macron d'interdire... Alors, ça c'était en fait sur la désinformation médicale, l'article de l'ANSES. Mais je peux aussi parler des réseaux sociaux, puisqu'il y a un rapport après, je pense que c'était une commission d'enquête sur la loi des influenceurs du député Arthur Delaporte du PS et du deuxième député, dont malheureusement j'ai oublié le nom et le prénom, mais je lui prie de m'excuser. Effectivement, non, mais en fait, les adolescents sont en gros soumis en quasi continuellement à des contenus qui sont alignés sur l'analyse de leurs données. Et donc, du coup, ça crée trois choses. Un, c'est l'adolescent va avoir l'impression, et je pense qu'on a tous fait l'expérience de ça, vous parlez à voix haute, il y a un truc sur votre portable, sur Instagram, qui reprend exactement ce que vous venez de dire, donc ça crée un enfermement psychologique, puisqu'en fait, c'est que le portable et les réseaux sociaux deviennent une sorte de prolongement de votre inconscient à vous. Deux, il y a des contenus effectivement extrêmement problématiques, notamment en termes de sexualité et de violence. Et trois, le sujet, c'est qu'en fait, on n'a aucun réel moyen de contrôle, à part que les parents suppriment les téléphones portables, ce qui dans le monde d'aujourd'hui est quasiment impossible. Le vrai sujet, c'est une fois qu'on a fait ce constat que tout le monde peut à peu près partager, c'est comment on fait. Moi, je me rappelle d'une époque où tout le monde fumait dans les restaurants partout et on disait il faudra interdire la cigarette. On disait c'est pas possible. On parlait à des adultes. C'est vrai. Il faut prendre conscience qu'on a quelque part libéralisé, généralisé un produit sans s'interroger, sans faire d'études d'impact, sans rien. Donc en fait, on fait une expérience en temps réel. Et nous sommes autour de la table, peut-être pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis peut-être une des dernières générations qui a connu
dans les jeunes, je veux dire, le monde où il n'y avait pas d'Internet et pas de portable. Et nous sommes amenés tous les ans à diminuer en proportion de la population. Donc on peut faire la différence. Et je pense que à un moment donné, oui, il faut arrêter avec les simagrées. Je pense qu'avant un certain âge, c'est pas bon. Les boucles cognitives. Oui, ça, je suis d'accord. On met les gamins quelques heures devant un prof. Qu'on compare le nombre d'heures qu'ils passent devant une télévision ou devant Internet, qui sont en fait des éducateurs non rémunérés, mais qui ont le même impact et un impact même plus grand sur l'éducation de nos enfants. Et on a beaucoup de parents qui d'ailleurs se déchargent en disant, parce que c'est compliqué quand on a des enfants et une vie professionnelle accomplie, de dire tiens, je te mets ça, et donc les gamins, on sait pas, on contrôle pas, c'est pas vrai, on surveille pas. Et un jour on s'aperçoit que le gamin il radait du porno ou qu'il était en contact avec des narcotrafiquants ou des terroristes. Je pense qu'il faut prendre les responsabilités, voilà. Alors on n'a pas trop le temps, mais rapidement, c'est un petit coup de légèreté. Ça m'amusait en même temps, c'est pas si léger que ça. C'est-à-dire que c'était la décision la France va organiser le G7 à Évian au mois de juin. C'était dans un tour autour de ces 7 pays. Et donc Emmanuel Macron a accepté, puisque c'est la France qui organise, de décaler la date parce que il y a à la date prévue initialement à Évian pour réunir ces 7 pays, une compétition que Donald Trump organise avec l'UFC, c'est-à-dire en gros la Ligue mondiale de MMA, chez lui à la Maison-Blanche, qui est un événement énorme pour les 250e anniversaire des États-Unis et aussi son anniversaire à lui. Et donc je trouvais ça assez amusant d'abord de faire un combat à la Maison-Blanche sur le parvis de la Maison-Blanche et que du coup que ça influence même la date de tenue du G7. Ce qui prouve bien que les relations ne doivent pas être si mauvaises que ça, parce que on dit à la Maison-Blanche que Emmanuel Macron, cette fois-ci sans se moquer de lui, a bien gentiment accepté de décaler la date. Oui, c'était effectivement. Perico, oui, c'est comme quoi. Perico Légas. Avec Christine Bouillot qui est sur le barrage de la 64 qui a été levé un peu manu militari et qui témoigne de la colère des paysans qui n'ont pas dit leur dernier mot. Nous chercherons à savoir si le président de la République souhaite la victoire du RN au premier tour, parce qu'il propose que son haut commissariat à la diversité soit présidé soit par Lilian Thuram, soit par Christiane Taubira, soit par Najat Vallaud-Belkacem, soit par Pape Ndiaye. Et justement, si Marine Le Pen n'est pas éligible, on verra avec Maître Collard quel est le scénario possible et comment le RN peut trouver une option à cette situation. Tu me fends le cœur. Pagnol. Je recevrai le petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol, fils de Frédéric, qui nous parlera. Donc, voilà, est-ce que la France de Marcel Pagnol existe toujours? Qu'est-elle devenue? Julien Aubert en sait quelque chose puisqu'il est de là-bas. De la région. Et puis la malédiction corse avec l'assassinat d'Alain Lorsoni. Le dessin de Charlie Hebdo qui passe pas, il y a une démarche judiciaire en Suisse. Voilà ce que je peux vous raconter sur vous vouliez dire... Il y a tellement de sujets où on peut rire. Il y a des gens qui pleurent leur mort. C'est le propre de Charlie Quand on parlait de la Corse, c'est une société qui plus personne ne respecte les règles. On s'aperçoit que c'est la jungle derrière, on n'est pas plus heureux. Non, mais je suis pas d'accord avec vous. La limite, c'est la loi. Point. Oui, mais ils ont la leur, finalement. Non, la loi, c'est la loi. Oui, mais enfin, c'était la civilisation italienne. Non, mais je parlais de Charlie Hebdo. Ah, Charlie Hebdo, c'est leur propre, c'est leur ADN. C'est la loi. Il y a des choses qui sont pas légales, il y a le alors respect. c'est quoi? Moi, ça va me choquer si vous dessinez un chien parce que j'aime les chiens. Enfin, je veux dire, c'est quoi la limite? On peut pas comparer des morts à un chien. Non, mais ils ont plaisanté sur leur propre mort. Vous pouvez pas. Il y a des types qui sont morts pour avoir fait des dessins. Mais ils ont le droit de plaisanter sur leur propre mort. Ils peuvent aussi avoir du respect pour la peine des autres. C'est le propre de Charlie Hebdo. Merci de m'avoir fait Merci de m'avoir fait le débat. Je vais venir plus souvent vous voir. Vous êtes formidables. Vous êtes estimés. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai.